le nombre de mois que cela prend pour qu'un fonds négocié en bourse avec option d'achat se paie tout seul, c'est le sujet qui va être question dans le cadre de l'enregistrement présent. Donc, ça va être une chronique qui va porter sur l'investissement. En fait, naturellement, la mise en garde que je fais d'entrée de jeu, c'est que l'enregistrement d'aujourd'hui n'est pas n'est pas un conseil financier. Je ne suis pas un conseiller financier. Investir en bourse, naturellement, comporte des risques. Donc, je tiens à le mentionner. En fait, depuis un certain nombre de mois, je fais des investissements par rapport à des fonds négociés en bourse avec option d'achat. J'en ai déjà parlé dans d'autres enregistrements que j'ai diffusés sur ma chaîne. Et quelque chose d'intéressant qui peut être fait, ben, c'est de regarder combien, en faisant des calculs mathématiques de mois que ça prend pour savoir par rapport au montant investi pour acheter des fonds négociés en bourse, par rapport à la quantité de dividendes reçus à chaque mois, combien de temps que ça prend pour que le fonds se paie tout seul. Donc, j'ai procédé à l'exercice par rapport au fonds dans lequel j'ai investi. Dans mon cas, par rapport à ma stratégie d'investissement en lien avec des fonds négociés en bourse avec option d'achat, naturellement est largement inspiré d'Adrian, auquel j'ai déjà fait allusion. Donc, Adrian, à la base, c'est un YouTuber qui a une chaîne qui s'appelle Passive Income Investing. Donc, sa chaîne est en anglais. Par contre, il est possible, en utilisant là, les sous-titres, d'avoir le sous-titrage, entre autres, en anglais. Donc, il y a certaines vidéos aussi qui sont traduites en français que j'ai écoutées. Il est également sur Rumble. Donc, Adrian, ce que je trouve intéressant de son concept, c'est qu'à tous les mois, il va présenter l'état de son portefeuille d'investissement, composé essentiellement de fonds négociés en bourse avec option d'achat. Il s'est intéressé en particulier par rapport à ce type de produit qui lui permet d'avoir des dividendes importantes à chaque mois. Donc, c'est des produits qui, dans certains cas, vont aller chercher des dividendes plus élevés que par rapport à certaines actions à dividendes. Et comme il y a des fonds négociés en bourse par rapport à des indices indiciels comme le Nasdaq 100, le SP 500, ben, ça permet de répartir le risque sur plusieurs actifs, à la différence d'actions à dividendes. Quoi qu'il y en a certains fonds négociés en bourse par rapport à des entreprises spécifiques, comme par exemple MicroStratégie ou également Tesla, où il y a des fonds négociés en bourse dérivés de la fluctuation de ces deux actifs spécifiques, entre autres. Bref, par rapport à Adrian, vous avez ici, si vous regardez à l'écran, donc des montants qui ont investi par rapport à différents titres boursiers avec les symboles, combien que ça lui donne à chaque mois. Donc, il va chercher en général des revenus très importants. Et bref, ça m'a inspiré à investir dans les fonds négociés en bourse. C'est une des choses à faire par rapport à l'investissement qui peut être intéressant, c'est de regarder combien de temps avant d'en venir à une rentabilité totale du montant investi. Comme par exemple, il a fait beaucoup allusion au fonds négocié en bourse qui s'appelle HHIS d'Harvest. Bon, c'est sûr que dans son cas, Harvest, c'est l'un de ses commanditaires. Mais le concept du fonds, je le trouve quand même intéressant parce que c'est un fonds qui se rapporte à 15 entreprises dans le domaine essentiellement technologique, comme par exemple Amazon, Nvidia, Microsoft. Donc, c'est surtout des géants de la technologie, Coinbase, Netflix, etc. Et donc, en investissement dans ce fonds-là qui donne quand même des rendements intéressants, je trouve, en fait, ce que ça donne, c'est 25 cents par mois par part. Et là, ce qui peut être intéressant de voir, c'est par rapport au coût moyen d'achat par rapport à les parts. Donc, dans mon cas, le coût moyen. Donc, moi, c'est ça, je suis avec une plateforme d'investissement. Donc, je suis au Québec. C'est par rapport à Disnat. Et ça calcule automatiquement le coût
moyen d'achat. Donc, si j'achète une action à 11,40, à 11,20, puis en général, c'est à 11,5 que ça revient, ben, ça me donne l'aspect global du coût moyen d'achat par rapport au fonds négocié en bourse avec option d'achat. Dans mon cas, c'est 11,30. Et ce montant investi va me donner par la suite, en moyenne, parce que ce qui est intéressant par rapport aux dividendes, c'est de faire le suivi. Là. On peut voir à chaque mois combien que ça donne. Donc, depuis la création du fonds et sa mise en fonction en février dernier, c'est 25 cents à chaque mois. Donc, on peut s'attendre raisonnablement à la possibilité que ça continue de même dans les prochains mois. Ce qui fait que ça prend environ, dans le cas de HHIS-C, pour donner son symbole précis pour le retracer sur une plateforme de courtage en ligne autonome. Donc, ça donne pour venir à une rentabilité totale 46 mois pour se payer, soit environ 4 ans. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que d'autres fonds négociés en bourse dans lesquels Adrian a investi, puis moi également, qui ça va beaucoup plus vite, comme par exemple Tesly, TSLY-C, qui se rapporte à l'entreprise Tesla. Bon, ben le coût moyen du fonds du produit financier, c'est dans mon cas, ça a été 7,59. J'ai été chanceux il y a quelques mois, au mois de mai, j'en avais acheté à 5,80. Là, j'en ai acheté que ça coûtait un petit peu plus cher, quasiment 8 dollars. Puis là, ça me donne un coût de moyen de 7,59. Mais il donne aussi 25 cents de dividendes à chaque mois, comme HHIS, mais vous voyez que le montant investi est moindre, mais ça me donne plus de dividendes à chaque mois, donc des revenus passifs. La raison, c'est tout simplement que Tesla est un titre beaucoup plus volatile que certains autres titres qui font partie du HHIS, qui vont avoir des revenus de dividendes moindres, là, parce que HHIS qui se rapporte à différents produits Harvest, ben là, on voit que, prenons par exemple, si on va voir la liste, on voit par exemple Meta, il est à 12,75, mais il donne un rendement de 20 cents par mois. Il y en a que c'est moins. Tandis que Tesla, ben, c'est un des titres qui est très volatile à comparer d'une multitude d'autres titres boursiers. Donc, dans le cas présent, ça prend environ, en fait, 30 mois pour se payer tout seul, soit environ 2 ans et demi, en relation avec le coût moyen auquel je l'ai acheté, c'est-à-dire si on additionne chacun des 25 cents qui rentrent à chaque mois pour rentrer dans mon argent, si la tendance se maintient, et ça, c'est par rapport à un scénario que je vous dirais un petit peu pessimiste, parce que Tesla, étant donné qu'il est très volatile, ben, ce qui est arrivé, c'est que le nombre de dividendes donnés à chaque mois a diminué depuis le lancement du produit. Au début, il donnait 32 cents, 29 cents, 27 cents. Donc, si l'action de Tesla prend une grande valorisation dans les prochains mois, le corollaire Tesla-C risque d'augmenter de valeur et aussi le nombre de dividendes reçus. Donc, ça peut passer de 25 cents à 27 cents de nouveau. Donc, peut-être que ça va me prendre moins que 2 ans et demi pour se payer. Mais ça reste à voir parce que ça comporte des risques. Tout fluctue. Et là, la question que je me suis posée, mais qui peut être pertinente à poser pour les gens qui font des investissements en bourse avec des fonds négociés en bourse avec option d'achat, c'est de voir à quel point on peut être prêt ou non à assumer le risque se rapportant au placement. Donc, Tesla, c'est beaucoup plus risqué qu'HHIS qui se rapporte à 15 entreprises parce que là, c'est une entreprise spécifique. Par contre, ça se fait plus vite. Au lieu que ça prenne 4 ans, ça va me prendre environ 2 ans et demi. Et le risque de base, c'est le suivant. Est-ce que d'ici 2 ans et demi, le corollaire, c'est-à-dire l'action de Tesla, risque de faire faillite et que je perde tout? Et est-ce que je suis prêt à assumer ce risque-là? À mon avis, c'est très peu probable qu'une entreprise aussi grande que Tesla fasse faillite d'ici 2 ans et demi. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est passé toutes sortes de choses dans l'histoire de la bourse naturellement,
Mais moi, personnellement, je suis prêt à assumer le risque. C'est pour ça que j'ai investi là-dedans. Euh, ce qui est intéressant, c'est de faire l'évaluation risque-récompense. Parce que dans le domaine de l'investissement, à la bourse en général, mais en particulier, on le voit aussi dans le domaine des crypto-monnaies, mais aussi dans les fonds négociés en bourse avec option d'achat. En général, plus que la personne est prête à faire un risque, plus qu'elle peut obtenir de la récompense par rapport à la nature de certains produits. Comme là, on voit Tesla-C est plus risqué qu'HHIS-C. Par contre, ça peut donner une plus grande récompense. Mais là, c'est de voir est-ce qu'on est prêt ou non à l'assumer. Dans mon cas, c'est le cas. Parce que Tesla, c'est une entreprise qui fait des autos électriques depuis plusieurs années, sont solidement établis dans le marché. Oui, ils sont confrontés à des compétitions internationales comme BYD, l'entreprise chinoise Bring Your Dream, qui va produire des autos électriques à faible coût. Par contre, aux États-Unis, ils ont une niche protégée parce que si les gens aux États-Unis veulent acheter des autos électriques en provenance de la Chine, sont imposés à 100% par rapport au coût. Là. Donc, ils protègent leur marché de l'automobile comme ça. Donc, ce que ça me dit comme information, c'est que en ayant un marché protégé, Tesla, par rapport aux États-Unis, donc c'est pas le cas nécessairement par rapport à d'autres pays, comme c'est un joueur important, il risque, à mon avis, d'être là encore dans 2 ans et demi. Donc, c'est l'hypothèse que je fais. Ensuite, il y a une entreprise dans laquelle autre aussi que j'ai investi. Le choix de mes entreprises d'investissement en fonds négociés en bourse avec option d'achat a été en relation avec, entre autres, le calcul que j'ai fait par rapport à la valeur du titre et aussi le nombre de dividendes faits par mois que vous avez ici. Là, vous avez un tableau où ils sont tous affichés. C'est sûr qu'une entreprise, comme là ici, vous avez un fonds négocié en bourse sur AMHE, donc produit Amazon. Là, ça donne 16 cents par mois. C'est sûr que par rapport à Palantir, ou ce qu'un fonds négocié en bourse avec option d'achat qui donne 50 cents par mois, ici, c'est nettement plus intéressant, à mon avis, en termes de revenus de dividendes là, par rapport au montant investi. Donc, j'ai investi en lien avec Palantir. C'est une entreprise que j'ai appris à découvrir dans le domaine de la technologie. Donc, Palantir est en relation avec la gestion et le contrôle d'informations. C'est une entreprise qui a eu des contrats de la CIA aux États-Unis. Donc, c'est dans le domaine du traitement d'une grande quantité d'informations dans l'optique de permettre à des agences gouvernementales ou à des entreprises par la suite de prendre des décisions et est en relation aussi avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle par rapport à l'époque où est fait cet enregistrement, c'est-à-dire l'année 2025, c'est quelque chose qui va attiser l'intérêt de nombreux investisseurs. Donc, il y a peut-être présentement une bulle associée à l'intelligence artificielle qui fait en sorte que de nombreux titres s'y rapportant est en train de monter, c'est-à-dire que beaucoup de personnes évaluent que l'intelligence artificielle a la possibilité de connaître dans les prochains mois, voire les prochaines années, une croissance exponentielle. Donc, il y a un narratif présentement qui tourne alentour du marché des produits financiers se rapportant à l'intelligence artificielle qui est en vogue. Dans le sens que ça a une popularité, ça a la cote. C'est de voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années en lien avec ça, mais Palantir, puis aussi Nvidia, qui fait des microprocesseurs pour le traitement de données en lien avec l'utilisation de l'intelligence artificielle pour qu'il y ait une très grande quantité de données qui puissent être traitées avec efficacité par des ordinateurs en vue de faire fonctionner des interfaces liées à l'intelligence artificielle, dans lequel j'ai investi aussi. Donc, là, c'est ça, c'est intéressant de voir pour chacun des produits dans lesquels j'ai investi, dans quelle dynamique ça s'inscrit. Donc, ces deux-là
PELTE qui se rapporte à Palantir, puis NVHE se rapporte à l'intelligence artificielle. Donc, par rapport à ces deux produits-là, le risque que j'ai pris, c'est que si un jour il arrive un incident grave impliquant l'intelligence artificielle, où il y a une défaillance majeure et que les gens tombent dans la polarité inverse, donc un peu comme on a vu par rapport à Elon Musk. Donc, lorsque Donald Trump a été élu, Elon Musk a été très populaire. Les gens mettaient beaucoup d'espoir par rapport au Dodge. Donc, par rapport à la possibilité qu'il y ait une agence gouvernementale aux États-Unis qui élimine les déficits, règle les problèmes, dirigée par Elon Musk. Et l'action de Tesla était à la hausse, naturellement, quand Trump a été élu. Il y avait une espèce de période de lune de miel. Puis par la suite, Elon Musk s'est mis à faire des coupures. Et il y a des gens qui n'ont pas aimé ça aux États-Unis. Il y a des autos de l'entreprise Tesla qui ont été vandalisées à la fois aux États-Unis, au Canada, en guise de représailles. Il y a une dévaluation importante du titre de Tesla aussi. Parce que il y a des gens qui se sont fait, des fonctionnaires américains, ils se font couper leur budget. Il y en a qui ne l'ont pas trouvé drôle, ou ils ont perdu leur emploi, ou menacé de perdre leur emploi. Donc, il y a eu un peu de révolte. Fait que c'est un petit peu le contre-coup de polarité que là, il y a des gens qui sont fascinés par l'intelligence artificielle, mais si à un moment donné, il y a un scandale qui éclate, comme par exemple l'intelligence artificielle est impliquée dans des fraudes bancaires par des agents autonomes d'une manière systématique par rapport à un paquet d'individus ou un scandale à caractère humanitaire, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle est utilisée pour tuer massivement des gens d'une manière systématique. Bon, là, c'est sûr que les gens peut-être vont moins vouloir investir, puis il va y avoir une baisse là, de ce type de produit-là. Ça reste à voir. Donc, sinon, j'ai investi aussi dans MSTE. Ça, dans les fonds par rapport à la compagnie Harvest, je trouve que c'en est un qui est intéressant en particulier pour un coût moyen d'une part par rapport à le fonds négocié en bourse avec option d'achat MSTE, ça m'avait coûté 18,44. Ça m'a donné en général 66 cents de dividendes, ce qui fait que ça me prend 2 ans et 4 mois, donc c'est un petit peu plus rapide que Tesla de rentrer dans mon argent. Une des raisons pourquoi que ça performe bien MSTE, donc c'est en lien avec l'entreprise MicroStratégie. C'est en lien aussi avec le titre de l'entreprise Yilmax MSTY qui a donné une performance tout simplement spectaculaire lors de l'année 2024. C'est parce que l'entreprise MicroStratégie est en relation avec le Bitcoin et est plus volatile que le Bitcoin. Donc, si le Bitcoin augmente, par exemple, de 3%, il est possible que le titre de MicroStratégie augmente de 6%. Il y a donc un effet de levier. Et c'est une entreprise qui achète passivement du Bitcoin. Donc, c'est sûr que dans les différentes options, présentement, c'est, à mon avis, par rapport au produit Harvest, en fonds négocié en bourse avec option d'achat et un haut niveau de dividende, celle-là la plus payante par rapport à une entreprise individuelle. Par contre, ce qui est important de prendre en considération, c'est que le jour où le marché du Bitcoin va tomber en bear market, donc en marché baissier, probablement que l'action de MicroStratégie va vivre une baisse majeure, là, comme ça s'est déjà fait dans le passé. Peut-être que l'action va perdre 75% de sa valeur, qui est le titre auquel se rapporte MSTE. Donc à ce moment-là, c'est moins intéressant parce que l'actif ici qui est à 18,44 va peut-être tomber à 4,44 dans les prochains mois. Lorsqu'on va entrer sur le cycle baissier, advenant qu'il y en a encore un comme dans les années précédentes où il y a eu 3 cycles haussiers ponctués par le halving et ensuite il y avait eu 3 cycles baissiers. En fait, il y en a peut-être eu 4, là. Il faudrait que je revérifie, là, mais il y en a eu déjà plusieurs cycles baissiers. En fait, l'idée, c'est, dans mon propos, c'est que ça risque de se reproduire, bien que le Bitcoin est valorisé de plus en plus,
Peut-être que les baisses vont être moins majeures dans d'autres cycles baissiers, étant donné que la capitalisation représente plusieurs milliards de dollars aujourd'hui, en 2025. Néanmoins, il y a un risque qu'il y ait un cycle baissier. Ce qui risque d'arriver, ben, c'est que la valeur de cette action risque d'être plus faible. Lorsqu'on va entrer dans le cycle baissier pendant une période peut-être de 2 ans. Là. Mais c'est sûr qu'à la vitesse présente, ça prend environ 2 ans et 4 mois. Ça prend 2 ans, ouais, c'est ça, 2 ans et 4 mois pour se payer MSTE. Ça continuerait de même pour les prochaines années. Mais je suis très sceptique, puis lui, je me prépare à le liquider là, quand que je vais évaluer là, c'est dur à évaluer à 100%, là, mais probablement que en disant que je vais être très attentif dans le coin de fin septembre, octobre, voire novembre 2025. Là, probablement que ça va être la période de sortie par rapport à ça. Mais ça reste à suivre. Donc ça donne une idée là, en évaluant la période que ça prend, comme bon, Palantir, auquel je faisais allusion tantôt, le corollaire PLTE, c'est 3 ans et 1 mois, Nvidia, NVHE, 3 ans et 10 mois. Donc, par rapport à ces titres-là, tu tentes 2 ans et 4 mois et 4 ans pour se payer tout seul. Une fois que le titre est payé, c'est-à-dire que l'autre argent que ça me permet de faire, ben, une fois que je suis déjà rentré dans mon argent, ben là, je me suis remboursé, puis après ça, ben, c'est juste de l'argent en surplus que je fais. Donc, c'est quand même intéressant. Dans l'optique de maintenir là cette stratégie sur une certaine période de temps. Puis aussi, ce qu'il y a à prendre en considération, naturellement, en plus des revenus de dividendes qui servent à payer le titre, c'est la fluctuation potentiellement à la hausse des différents actifs, comme par exemple Tesla à 7,59. Il va probablement augmenter de nouveau en lien avec une hausse de l'entreprise Tesla dans les prochaines années, prochains mois, ça va bien, en suivant la croissance économique de la bourse. Donc peut-être que dans 2 ans et demi, Tesla va être rendu à 15$ au lieu de 7,59$. Donc en plus des revenus de dividendes, ben, il y a la valeur du titre aussi qui risque d'avoir augmenté. Sinon, il y a des titres moins risqués auxquels je me suis aventuré, toujours en prenant en considération la stratégie d'investissement d'Adrian, comme QQCL, qui se rapporte au Nasdaq 100. Donc, en ayant acheté, par exemple, ce fonds-là négocié en bourse avec option d'achat à valeur moyenne de 22,12. Si j'ai 29 cents à chaque mois, ben là, ça me prend 76 mois pour se payer tout seul, soit environ 6 ans, ce qui est plus long. Puis HYLD, qui se rapporte au SP500, donc environ 7 ans et demi. Là, donc là, c'est nettement plus long. Par contre, le risque est moindre. HYLD, on s'entend, c'est plus probable que en fait, c'est peu probable, devrais-je dire, je vais le formuler comme ça, que les 500 entreprises se rapportant au Nasdaq 100 fassent toute faillite. Par contre, il y a un risque plus grand qu'une entreprise spécifique comme Tesla, Palantir ou Nvidia, qui sous-tend un fonds négocié en bourse spécifique fasse faillite d'ici les 7 prochaines années ou les prochaines années. Donc, c'est toujours le ratio entre le risque-bénéfice qui doit être pris en considération. Puis pour ce qui est de l'investissement, ben, c'est tout le temps de voir qu'est-ce que vous êtes prêt ou non à assumer comme risque. Et ça, c'est propre à chacun. Pour ce qui est d'Adrian, pourquoi je me suis intéressé entre autres à ces fonds-là négociés en bourse, c'est le volet spectaculaire qui se rapporte en termes de revenus de dividendes à comparer d'autres produits. Comme là, lui, il a pris MSTE. Donc là, c'est écrit en petit caractère, là, je vais vous le dire à voix haute. Mais il en avait pris pour 120 000$ et pour, dans le fond, un mois, ça lui a donné 4 996$, donc à peu près 5 000$ de dividendes. Donc quelqu'un qui prend 120 000$ de placement, puis ça lui donne 5 000$ par mois, pas par année, par mois de dividendes. Je trouve ça quand même assez intéressant. Par contre, c'est sûr que ça comporte des risques parce que c'est en lien avec une entreprise spécifique puis les autres auxquels je fais allusion. Parce que les titres que je viens de parler, c'est tous des titres qu'Adrian a pris. Une des raisons pourquoi je m'inspire de lui, c'est parce que ça fait plusieurs années qu'il est dans le marché.
Dans le fond, lui étudie ça. En fait, son activité professionnelle, c'est d'être YouTuber en lien avec des fonds négociés en bourse. Il y a une chaîne en lien avec ça où il y a des publicités. Donc, j'ai l'impression qu'il doit avoir des revenus de publicité là, par rapport à ça. Puis les gens aussi peuvent s'abonner là, par rapport à lui là, en tant que VIP. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il y a intérêt d'aller chercher un maximum de performance puis de l'afficher à tous les mois s'il veut avoir de l'auditoire, puis s'il veut qu'il y ait des abonnements particuliers de personnes. Donc, à ce moment-là, je vois pas pourquoi il investirait dans des titres qui sont pas pertinents. Là. Donc, pour ce qui est de QQCL, vous l'avez ici, le GlobalX. Sinon, ben c'est ça. Là, je vais regarder l'évolution de mes placements dans les prochains mois. Puis quand je vais voir ces vidéos, ben c'est sûr, c'est intéressant de voir l'évolution de son portefeuille à chaque mois parce que c'est comme un petit peu motivant. Voir où ce qui en est, qu'est-ce qui a le plus performé, moins performé. Donc, ça donne une idée à grande échelle par rapport à des revenus de dividendes, par rapport à certains placements, puis de voir concrètement qu'est-ce que ça donne. Mais on peut expérimenter en lien avec ça là, à petite échelle aussi pour quelqu'un qui veut commencer sans trop être blessé ou déçu en fonction des fluctuations, puis voir progressivement qu'est-ce qui est prêt à assumer, et ainsi de suite. Là. Sinon, ben, je voulais profiter de l'occasion, vu que aujourd'hui c'est une chronique financière, de vous parler de l'évolution du Bitcoin. Le Bitcoin, depuis le dernier mois, fait pas mal de surplace. Il est dans un intervalle, là, je vous dirais, à peu près entre 104 000 et 111 000 $. Donc, la stagnation qu'il y a là présentement peut être intéressante, d'ailleurs, peut être intéressante pour quelqu'un qui investit dans des fonds négociés en bourse avec option d'achat en lien avec le Bitcoin. D'ailleurs, il en existe aujourd'hui. Adrian il en parle là, dans ses vidéos. Par contre, dans une optique de croissance, c'est plus ou moins intéressant, mais j'ai l'impression que ça va se remettre en montée. Et c'est très simple. Ça va être lorsque Jérôme Powell, qui s'occupe de la Fédérale Réserve aux États-Unis, va décider de baisser le taux d'intérêt par rapport à la Fédérale Réserve aux États-Unis, tout simplement. La minute que le taux d'intérêt baisse, ce qui risque d'arriver, c'est que le domaine des actions, comme le Nasdaq 100, SP500, vont se remettre à rehausser et aussi les actifs qui sont catégorisés comme étant plus risqués, comme les crypto-monnaies, comme Bitcoin, Solana et Ethereum. Donc, pourquoi? Ben parce que si les gens font moins de revenus en empruntant de l'argent au gouvernement, c'est-à-dire par rapport à des obligations du gouvernement, bien, il y a des gens qui vont être tentés de prendre plus de risques pour faire de l'argent avec des actions ou de la crypto-monnaie. Et là, voir un marché haussier là, par rapport à ce type d'actifs d'une manière plus significative dans les prochains mois. Donc, la hausse de Jérôme Powell, peut-être qu'elle va se faire pendant l'été ou ça va être à l'automne dans le coin du mois de septembre ou octobre. Donc, dossier à suivre. Donc, je vous remercie de votre écoute comme à l'habitude et je vous dis à bientôt. Au revoir.